Et nous allons questionner Manuel Valls. Et d'ailleurs, nous allons d'abord rappeler que Manuel Valls est déjà venu à Mediapart. C'était il y a 3 ans, si je ne me trompe. Et voici Manuel Valls à Mediapart. Mitterrand avec Clémenceau. Vous faites une référence à Clémenceau. Or, Clémenceau n'était pas socialiste. Il était, au fond, le symbole du radicalisme, du parti radical. Est-ce que, au fond, le Parti socialiste, à travers votre génération, est bien loin d'un parti lié à l'idée sociale, l'idée d'égalité, l'idée populaire, l'idée de classe travailleuse, mais est-ce que ce n'est pas tout simplement un radicalisme incarné, ce parti qui était au cœur de la Troisième République, un peu radical, rouge à l'extérieur au moment des élections, et au fond, gérant normalement, un peu comme vous l'avez défendu. Oui, certes, il y a des violences, etc., mais d'abord, pensez aux pauvres commissaires, etc. Mais il y a des révoltes, il y a des luttes, il y a des ouvriers. C'est ça la rupture de la gauche avec Clémenceau. C'est quand Clémenceau, il fait charger les ouvriers en grève. Moi, j'ai adhéré au Parti Socialiste, je n'ai pas adhéré au Parti Radical. Et oui, ma question, c'est est-ce que le Parti Socialiste n'est pas le nouveau Parti Radical ? Et j'ai adhéré d'abord dans le sillage de Michel Rocard. Et ensuite, j'ai notamment beaucoup travaillé. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour lui avec Lionel Jospin. Et je m'honore de ce parcours. Et je l'espère, ça c'est peut-être présomptueux, de cette cohérence. Et comme socialiste, je connais mes références. Et notamment, évidemment, celle de la figure de Jaurès, dont on va célébrer l'assassinat à la veille de la Première Guerre mondiale. Et Jaurès avait compris quelle était la condition de la classe ouvrière, de sa misère et de son exploitation. Et je pense que nous devons toujours porter un regard particulièrement critique sur nos systèmes, et notamment sur le système économique, sur le capitalisme. Le problème est de savoir quelle est l'alternative. C'est pour ça que je me réfère, je viens d'évoquer Lionel Jospin, souvent à cette phrase qui était la sienne, pour essayer de définir ce qu'était la gauche et le socialisme. Oui à l'économie de marché, non à la société de marché, et tant qu'on n'a pas su trouver un autre système que l'économie de marché et la démocratie représentative, même s'il faut peut-être chercher, mais il n'y a pas d'autre système, et ceux qui ont cherché ce système alternatif au XXe siècle se sont parfois lourdement trompés. J'ai une référence pour Georges Clémenceau. Permettez-moi d'y mettre une touche plus personnelle ou plus familiale, parce que c'est un homme qui aimait la peinture, qui aimait les impressionnistes, qui a fait beaucoup pour eux. C'est évidemment, et c'est cette référence pour tous, même si évidemment tout ça est peut-être à relativiser un siècle après, encore que c'est l'homme qui permet la victoire de la Première Guerre mondiale, mais c'est un homme qui s'est rarement trompé dans les combats essentiels. Et c'est ça qui m'intéresse. On peut connaître les limites. J'ai souvent dit, par exemple, que sur le débat autour de la loi 1905, fondamentale pour notre pays, de séparation de l'État et de l'Église, la position des églises, vous avez raison. À l'époque, c'était quand même vécu comme l'aboutissement de la confrontation, notamment sur la question scolaire. C'est ce que je voulais souligner. Absolument. Le pluriel dit, ça veut dire, c'est aussi reconnaître le judaïsme et le protestantisme. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Et sans doute qu'Aristide Briand, qui était le rapporteur de la loi, socialiste d'abord, radical après, et Jaurès, qui prend une part très importante de ce débat, avait raison face à une conception très rigide qui était celle de Clémenceau. Mais Clémenceau, c'est ça qui m'intéresse, ne s'est pas trompé sur la commune. Il est le maire de Montmartre. Il souffre de ce qui se passe. Il voit aussi la fin de la commune et les raisons. Mais il a toujours protégé et soutenu les communards. Il ne se trompe pas sur un élément fondamental, et vous le savez bien, qui est le soutien à Dreyfus. Tardif, quand même. Non, pas Clémenceau. Pas Clémenceau. Le soutien tardif, il est parfois à gauche, car certains considèrent, pour des raisons très politiques, que Dreyfus, c'est un bourgeois, qu'il ne faut pas le soutenir. Et Clémenceau et d'autres, il y aura évidemment Péguy, Jaurès, soutiendront, au nom même de la lutte contre l'injustice et du complot, et parce que l'antisémitisme est latent dans cette affaire, soutiendront Dreyfus. Et
il ne se trompe pas non plus, c'est un autre aspect, et c'est ça le débat qui m'avait intéressé entre Jaurès et Clémenceau à la Chambre des députés, sur l'exercice du pouvoir. Et c'est pour ça que j'avais tiré Clémenceau, au-delà du ministre de l'Intérieur qu'il fut. C'est pour ça que sa photo est effectivement dans mon bureau. Mais parce qu'il y a un débat entre Jaurès et Clémenceau qui est passionnant, et qui est au cœur de la gauche française, qui est d'ailleurs peut-être au cœur du débat de ce soir, sur l'exercice du pouvoir. C'était Manuel Valls à Mediapart, juste avant qu'il devienne Premier ministre, il y a de cela 3 ans, le 12 mars 2014. L'enjeu des débats entre Jaurès et Clémenceau, c'était la question sociale. Nous y sommes toujours. Et bien, voilà, vous l'avez vu, mais il n'est pas là. Nous l'avons invité, comme Arnaud Montebourg, comme Benoît Hamon, comme Vincent Peillon, les 4 candidats, la bande des 4 qui sont candidats à la primaire socialiste, et ils ne sont pas venus, il n'est pas venu, tous les autres sont venus, malgré l'insistance de Mathieu Magnodex. Alors pourquoi il ne vient pas, Manuel? Ben oui, Edoui, Emmanuel Valls n'est pas là ce soir et c'est pas faute d'avoir tout fait pour. L'invitation a été lancée dès le 15 décembre, en même temps qu'Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Benoît Hamon. L'équipe de Manuel Valls, quelques jours après, nous a même donné un accord de principe. Nous avons par la suite à Mediapart proposé plusieurs dates, des aménagements horaires et puis depuis, malgré de très nombreux SMS et relances, jamais de réponse précise, jamais de proposition concrète pour un moment où Manuel Valls pourrait venir. Alors il y a quand même eu ce coup de fil de son communicant, Harold Ozzy, le 30 décembre, m'assurant que oui, bien sûr, Manuel Valls était tout à fait intéressé par cette émission, mais bon, que ça allait être quand même très compliqué à caser dans l'agenda. Le conseiller, ce jour-là, s'est engagé à en parler avec Manuel Valls lui-même. Malheureusement, il ne m'a jamais rappelé, ce conseiller. J'ai donc dû en conclure que c'était un non. Alors ce soir, résumé de ces 15 jours d'échange, on va quand même dire qu'on s'est quand même un peu moqué de nous. En réalité, Manuel Valls ne voulait pas faire cette émission. Ça fait d'ailleurs 2 ans et demi depuis qu'il est à Matignon. Je crois qu'on ne l'a jamais dit d'ailleurs dans les lives de Mediapart, que son entourage a de fait blacklisté les journalistes politiques de Mediapart. Pas de contact, des réponses laconiques aux SMS quand c'est pas tout simplement pas de réponse du tout. Pas étonnant donc, vu tout ça, que l'ancien Premier ministre ne soit pas là ce soir. Mais dans ce cas, il aurait peut-être été peut-être plus élégant de nous le dire tout de suite, de nous dire clairement, franchement, non, dès le début. Là où c'est intéressant, c'est que la priorité de Manuel Valls pour cette très courte primaire, c'est d'inonder les médias, mener une guerre éclair médiatique, un blitzkrieg. Médias dominants, comme on dit. Voilà, un blitzkrieg, a même dit un de ses soutiens. Il était ce soir sur TF1, il sera demain sur France 2 pour l'émission politique. Donc, mener une guerre éclair, oui, mais tout en prenant le moins de risques possible, et donc éviter les questions qui peuvent fâcher de Mediapart. Tant pis pour lui, en tout cas. C'est vous, Olivier Dussopt et Cindy Léonie, qui avez été dépêchés ce soir pour le représenter. Et on veut vraiment vous remercier d'être là. Merci beaucoup. On va vous présenter donc. Olivier Dussopt, vous avez 38 ans. Vous êtes député socialiste de l'Ardèche depuis 2007, maire de la ville d'Annonay et porte-parole donc de Manuel Valls pour ses primaires. Vous êtes surtout, et on va y revenir bien sûr dans le questionnement, ce qu'on peut appeler une prise de guerre de Manuel Valls, puisque vous avez toujours été un très proche de Martine Aubry. Vous étiez son porte-parole, notamment pour les primaires socialistes de 2011. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le thème prise de guerre, on en reparlera. Et puis Cindy Léonie, vous avez 33 ans, c'est ça ? Vous êtes l'ancienne présidente de SOS Racisme de 2012 à 2014, la seule femme d'ailleurs à l'avoir présidée jusqu'ici. Après être passé par le militantisme lycéen, puis étudiant à la Fidèle et à l'UNEF. Vous avez également été nommé par le Premier ministre et le Président de la République au Conseil économique et social en 2015 au titre des personnalités qualifiées. Et vous êtes donc coprésidente du comité de soutien de Manuel Valls pour cette primaire. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par une question générale qu'on pose à tous ceux. On l'a posée à Arnaud Montebourg et on vous la pose à tous les deux. Dites-nous en quelques mots, pour ceux qui regardent, qu'est-ce qui peut nous donner envie d'aller voter à cette primaire socialiste, organisée par le Parti socialiste, même qu'il y a 2 écologistes un peu alibis, une radicale de gauche qui a fait un aller-retour. Qu'est-ce qui peut nous donner envie d'aller départager 4 anciens rénovateurs qui sont concurrents les uns les autres? Pourquoi irait-on se déplacer? D'abord parce qu'on nous le permet. On nous permet de prendre part au débat en participant à cette primaire. Je crois que c'est quand même
un aspect qu'on évacue trop facilement dans le débat d'aujourd'hui, parce que, quoi qu'on en dise, on a face à nous des candidats qui sont des figures renouvelées de l'engagement politique, qui incarnent chacun et chacune, parce que moi, j'évacue pas si facilement le PRG et les représentants aussi des partis écologistes de cette discussion. Ils assurent aussi des points de vue qui sont intéressants, et je crois qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de participer pour s'engager dans un programme, derrière un candidat, une candidate, alors il faut pouvoir le faire quand on est de gauche, puisqu'il s'agit d'une primaire de la gauche. La présidentielle de 2017 est un exercice particulier. Un exercice particulier puisque, contrairement à ce que tout le monde imaginait il y a 6 mois, le casting n'est pas celui qu'on avait prévu. Vous voulez dire que la primaire était faite pour le président de la République? Tout le monde imaginait que le casting de la présidentielle, avant de parler de la primaire, serait le même casting qu'en 2012. Et d'ailleurs, beaucoup s'en plaignaient, le regrettaient et soulignaient combien ça incarnait la difficulté de la France à renouveler son personnel politique. Sarkozy, Hollande. Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen, François Bayrou, tous les noms étaient cités. Et le Parti socialiste, en 2011, avec Martine Aubry justement, a inventé la désignation par primaire ouverte en France. Nous avons réussi un magnifique exercice démocratique. Et cette fois-ci, nous avions décidé qu'il y aurait une primaire, quel que soit le cas de figure. Le président de la République a fait le choix de ne pas se présenter. Et là, on a une merveilleuse occasion, et je rejoins totalement ce que dit Cindy, de choisir le candidat de la gauche et des progressistes, de choisir celui qui a le plus les capacités à diriger l'État, à porter la voix de la gauche et des progressistes, pour s'opposer non pas à des concurrents qui seraient des facsimilés de ce qu'il va proposer, mais au contraire, aller dans un débat qui est extrêmement clivé, avec une extrême droite qui, pendant plusieurs mois, s'est tenue dans l'ombre, mais qui est bien présente et qui est décidée à conquérir le pouvoir de manière claire et définitive, et une droite qui assume totalement un programme à la fois libéral et réactionnaire sur les questions de société. Et donc, l'occasion qui est donnée aux militants et aux sympathisants de la gauche et des progressistes, c'est de choisir le meilleur pour aller mener ce combat, défendre nos valeurs et donner aussi un nouvel horizon à ce pays auquel nous sommes tous attachés. Vous ne pensez pas qu'il y ait une forme de lassitude par rapport à au fait que ce soit finalement un PS élargi, on va dire, à quelques satellites ou partis alliés qui fassent cette primaire, que ça mobilise l'opinion pendant un mois après finalement ce quinquennat-là, avec toutes les péripéties de ce quinquennat-là, on ne va pas toutes les refaire parce qu'on les a tous beaucoup en tête, une forme de lassitude, quand la même question qu'Arnaud Montebourg tout à l'heure que vous avez posée, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'assiste pas là à un spectacle finalement, peu de gens, à part peut-être un noyau de gens très proches du Parti socialiste, auquel il va vouloir participer. Ça serait l'échec de la primaire. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous travaillons tous, quel que soit le candidat que nous soutenons dans la primaire, pour mobiliser un maximum. On a quelques études d'opinion qui valent ce qu'elles valent. Et on a vu que ça pouvait être parfois compliqué d'interpréter des résultats de sondages ou d'études. Mais qui montrent que 7-8% du corps électoral, avant Noël et après Noël, dit son intérêt, son envie de participer à la primaire. Nous, notre objectif, c'est qu'il y ait 2 millions et demi, 3 millions de votants à la primaire, ce qui serait un peu moins, c'est vrai, qu'en 2011. Mais qu'il y ait plusieurs millions de votants qui viennent participer à la primaire, ce n'est pas forcément une lassitude. Et sur la question du casting et de l'ouverture de la primaire, celle-ci, cette ouverture, elle a été proposée. Elle a été proposée, et Emmanuel Valls, notamment, a dit à plusieurs reprises, et il le dira encore, qu'il aurait souhaité que toutes celles et ceux qui, à gauche, ont participé à un moment ou à un autre au gouvernement, de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, puisse s'inscrire dans cette primaire. Jean-Luc Mélenchon n'a pas participé au gouvernement depuis 2012. Pas depuis 2012, mais il y a participé de 1997 à 2002. Mais c'était une autre configuration. Avec Lionel Jospin, dans une configuration de gauche plurielle, mais vous conviendrez avec moi que Lionel Jospin était déjà un social-démocrate. Et Jean-Luc Mélenchon a participé à ce gouvernement-là, et avec un certain plaisir et même une certaine réussite sur les sujets qui étaient les siens. Et donc nous l'avons dit, Manuel Valls l'a dit, cela aurait été bien que le casting soit plus large, ils ont fait des choix différents. Comment on suscite... pardon, je vais peut-être poser une question pour relancer, avancer un petit peu, puis vous pouvez répondre à ça aussi. Mais comment susciter l'envie, par ailleurs, quand il s'agit de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, puisque celui qui a été, en effet, qui est le candidat que vous soutenez, est le Premier ministre sortant, on va dire, même si c'est Bernard Cazeneuve aujourd'hui. Moi, depuis qu'il est Premier ministre, depuis évidemment les attentats qui ont frappé notre pays lourdement, quand il cherche à mobiliser les électeurs, Manuel Valls, il évoque en gros soit le terrorisme, soit le risque du Front National, soit le contexte géopolitique en ce moment de plus en plus flou, et puis récemment l'élection de Donald Trump, la Russie, la situation internationale, etc. En gros, la ligne, c'est souvent voter pour moi, sinon c'est pire, quoi. Est-ce que du coup, vu le contexte général de la primaire, et en plus avec ces mots d'ordre-là qui sont spécifiquement ceux de Manuel Valls, est-ce que c'est comme ça qu'on fait venir plus de 2 millions d'électeurs ?
Je crois qu'il faut être attentif aux prises de parole de Manuel Valls depuis qu'il est candidat. Vous le dites, il n'est plus Premier ministre. D'accord, Et, mais beaucoup de gens l'ont encore en tête. Et il dit des choses, et il a dit des choses notamment lorsqu'il a présenté son projet. Il insiste bien sur la notion de projet en tant que tel. Et ce qu'il propose, c'est de faire ensemble. Donc ce n'est pas moi sinon le chaos, moi sinon le pire. C'est nous ensemble pour faire davantage, pour aller plus loin. Et sur la question de la participation à la primaire, je crois qu'il ne faut pas laisser s'installer cette petite musique qui consisterait à faire croire aux uns et aux autres que finalement, à quoi bon ? À quoi bon aller voter à la primaire de la gauche parce que les sondages nous disent ceci ? À quoi bon venir participer alors que l'occasion nous en est donnée ? Parce que finalement, il y aurait un Premier ministre sortant, d'anciens membres du gouvernement. Je crois qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est montrer aujourd'hui les particularités, les singularités. Ce qu'il faut pour que la primaire soit, je pense, réussie, c'est que tous les candidats soient à la hauteur de l'enjeu qui est face à nous et que les débats, notamment les 3 débats, soient de haute qualité. Parce que dans ce que vous venez de dire en disant Manuel Valls est candidat, en opposant peut-être un peu cette figure à celle de Premier ministre, il y a une question que nous l'avons posée aussi à Arnaud Montebourg, quelle que soit la durée de participation au gouvernement. Une des particularités de cette primaire par rapport à celle de 2011, en 2011, vous êtes, votre famille politique, des challengers. Ça fait une décennie que vous n'êtes pas aux affaires, que vous n'avez pas la majorité, que la droite, dans sa diversité, avec ses divisions, est aux affaires. Donc il y a une curiosité de quelle est votre diversité, votre pluralité, qu'est-ce que vous avez inventé dans l'opposition. Là, depuis que cette primaire si rapide a commencé, on voit tomber comme à gravelotte des programmes. Mais nous, les citoyens, on ne regarde pas que les programmes. On se dit, mais attendez, il y a quelques semaines, ils étaient aux affaires. Et puis depuis 4 ans et demi, c'est eux qui gouvernent. Donc on ne peut pas dissocier le programme, les annonces, de ce qui a été fait. On ne peut pas dissocier du bilan. L'exemple le plus caricatural, c'est M. Valls qui tout d'un coup dit « Ah, le 49.3, je veux le supprimer » après l'avoir utilisé 6 fois pendant... Donc, d'une certaine manière, par moment, on se dit « Mais vous nous prenez pour des amnésiques » et c'est poli. Je pense que personne ne prend personne pour des amnésiques, et loin s'en faut. Et une des caractéristiques de Manuel Valls, c'est justement un discours de sincérité. Sur son propre bilan ? De dire la vérité, de dire la réalité, et je vais venir au bilan, et de considérer que les électeurs sont des adultes, des majeurs éclairés, qui adorent participer au débat, parce que la France se caractérise aussi, au-delà de la lassitude que vous évoquiez tout à l'heure, par une passion pour la politique, et en capacité d'affronter la réalité et les difficultés que nous rencontrons. Manuel Valls le dit aussi très clairement. Le bilan, il l'assume intégralement, dans les aspects positifs, comme dans les difficultés que nous avons rencontrées. Et d'ailleurs, les difficultés Vous n'avez pas dit aspect négatif, vous avez dit difficulté. Oui, parce que je préfère garder une forme d'optimisme. J'ai un ami qui dit que parfois, il ne suffit pas d'être optimiste, ou en tout cas, ça ne sert à rien d'être optimiste, il suffit d'être déterminé. Il se trouve qu'il est à la fois optimiste et déterminé, donc on va essayer de construire aussi le projet autour de cela. Mais il assume intégralement, parce que justement, il a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Aujourd'hui, il est candidat. Il a été Premier ministre et ministre de l'Intérieur dans une période particulièrement compliquée, avec des sujets économiques et sociaux, avec la nécessité de faire face au terrorisme, et évidemment que le contexte qu'il a connu, les crises qu'il a dû affronter comme ministre de l'Intérieur, comme Premier ministre, l'ont amené à s'exprimer extrêmement souvent sur des questions liées à la sécurité, au terrorisme, qui peuvent être des sujets anxiogènes, mais qui sont aussi la réalité du monde. Il est candidat. Il a, pendant tout ce quinquennat, observé une loyauté absolue vis-à-vis du président de la République, et la meilleure façon de continuer à observer cette loyauté, c'est d'assumer l'intégralité du bilan. Et d'ailleurs, tous les candidats, notamment ceux que vous citez comme anciens ministres, ont tous une part de responsabilité dans le bilan, y compris sur les sujets qui ont pu diviser notre famille politique. Je pense au TSCG ou au CICE sans contrepartie, le traité européen, ou le CICE sans contrepartie, puisque tous étaient ministres au moment où ces 2 aspects-là ont été abordés à l'Assemblée, et aucun n'a démissionné à ce moment-là. Donc il assume l'intégralité, mais comme candidat aujourd'hui, il a ce qu'il appelle, lui, un devoir et un droit d'inventivité, et il a la nécessité, parce que comme... Inventivité, ça résonne, on a l'impression d'entendre... On a l'impression d'une trouvaille de communicants. Le droit d'inventaire de Lionel Jospin, là on ne dit pas inventaire par rapport à Hollande, parce qu'il est en place, mais on dit inventivité. Mais c'est une façon pour qu'on entende inventaire ? Parce que s'il était président, s'il était candidat à la présidence de la République, sans faire de propositions sur l'ensemble des sujets, y compris les sujets qu'il n'a pas forcément eu l'occasion d'aborder directement au cours des dernières années du fait de l'actualité, vous lui reprocheriez aussi de mener une campagne uniquement sur les thèmes régaliens. Nous, on reproche rien, on pose des questions. Il mène une campagne sur les thèmes régaliens parce que nous savons son expérience sur ce sujet-là.
il mène campagne sur la nation éducative, il mène campagne sur la culture, il mène campagne sur l'émancipation et les valeurs républicaines, et il va falloir peut-être que les uns et les autres s'habituent, dans les semaines qui viennent, à ce que Manuel Valls, candidat à la présidence de la République, vienne sur tous les sujets, et pas seulement ceux qui, de gré ou de force, et souvent tragiquement, ont façonné son actualité dans les années qui ont précédé. Ou les sujets dans lesquels il s'est lui-même enfermé pour construire une identité politique, faire du Valls, comme disent toujours les gens qui sont autour de lui, peut-être même justement en ne parlant pas d'autres sujets. Vous allez être surpris par sa campagne. Bon, moi j'ai une question pour vous, Olivier Dussopt, pour avancer un petit peu. En 2011, donc on l'a dit, vous étiez porte-parole de Martine Aubry lors des primaires socialistes, et à l'époque, vous arrivez de ne pas avoir de mots assez durs contre Manuel Valls, qui critiquait alors le projet socialiste sur un certain nombre de points, notamment qu'il n'était pas financé, il n'était pas d'accord avec des propositions importantes du projet. Et dans un article du Monde le 7 juillet 2011, qu'on va voir vous s'afficher à l'écran, vous disiez ces déclarations illustrent une position tactique, une volonté d'exister. Vous disiez même, en fait, il est de mauvaise foi. Comment on arrive à soutenir quelqu'un de mauvaise foi? Est-ce que c'est parce qu'on est déçu, en l'occurrence par le quinquennat, par ce qui s'est passé, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est maintenant, il faut jouer tout ce qu'on peut, et donc je prends le meilleur candidat pour moi dans la situation compliquée qui est celle d'aujourd'hui, ou la nécessité tout simplement de, je sais pas, de sauver votre circonscription dans l'Ardèche? Je vous pose ces questions parce que c'est les questions que se posent les gens, et ils disent, en fait, on assiste là en fait à un règlement de compte entre socialistes qui, après un quinquennat plus que contesté, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc ils nous font leur primaire et leur congrès à nouveau, et on doit assister à ça. Ça revient un peu aux questions du début. Si on était dans une logique de réédition d'un congrès, et parfois d'un mauvais congrès, les clivages, les cheminements, les parcours des uns des autres seraient réitérés à l'identique. Vous l'avez dit, j'étais le porte-parole de Martine Aubry en 2011, et c'est une immense fierté. J'ai pour Martine Aubry un respect, une admiration sans borne, et je considère que c'est une femme d'État. Elle vous parle encore depuis? Et la campagne que j'ai menée à ses côtés en 2011, s'il avait été à refaire, je l'aurais refaite avec plaisir. Aujourd'hui, Martine Aubry n'est pas candidate. Je considère que de tous ceux qui sont candidats, celui qui a les meilleures capacités, les plus grandes capacités, à être à la fois un homme d'État, à être président de la République et à porter notre candidature, c'est Manuel Valls. Et je considère cela d'abord parce qu'il a ses capacités et ses qualités intrinsèques, mais aussi parce qu'il a évolué sur un certain nombre de sujets. Parce que je devine votre question suivante, qui sera peut-être de reprendre des propositions qu'il avait portées, parfois de manière iconoclaste en 2011, propositions sur lesquelles il dit lui-même avoir évolué. Et parfois, la meilleure façon de mesurer l'évolution des uns et des autres, ce sont les actes. On a parlé, on m'a déjà interrogé sur les questions de fiscalité, d'ISF, de 35 heures. Non, mais on y reviendra. Sur la fiscalité, Manuel Valls, c'est le Premier ministre qui a créé une tranche d'imposition supplémentaire pour les revenus les plus élevés et qui a aligné la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail. Tout ça fait que nous pouvons nous rassembler. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, je considère, en conscience, que Manuel Valls est parmi tous les candidats le meilleur, à la fois pour porter notre voix et pour remporter cette élection. La question de Mathieu n'était pas sur Manuel Valls, elle était sur vous. Et oui. Je vais y réinsister. Dans nos questions un peu qui fâchent sur la désaffection, on ne parle pas de vos rivaux politiques, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Je parle du peuple de gauche, comme on dit dans son histoire, dans la perte de confiance qu'il y a, dans la façon dont il regarde le Parti socialiste, dont on connaît la chute des adhérents. On le sait tous, vous le vivez, ces problèmes-là, et vous le voyez dans vos sections socialistes. Est-ce que vous pouvez entendre, par rapport à la question sur votre itinéraire, la façon dont on voit les socialistes comme, au fond, des carriéristes, des gens qui ne pensent pas d'abord à l'idéal, pas d'abord au rêve, pas d'abord à un imaginaire, mais d'abord à comment ils survivent. Les itinéraires, on pourrait prendre l'itinéraire de Manuel Valls lui-même, y compris dans les évolutions de ses positions et de ses fidélités. Donc, est-ce que vous entendez, est-ce que, en tout cas, vous pouvez répondre à ce sentiment de voir un monde où, d'abord, on fait carrière, on fait de la politique professionnelle, à un moment où on voudrait de la politique qui soit venue des citoyens? Je peux l'entendre, mais en même temps, je considère que le pire, peut-être en politique, ce serait de rééditer en permanence. De rééditer en permanence. De ne laisser personne cheminer, tant pour celles et ceux qui soutiennent que pour celles et ceux qui sont soutenus. De ne pas prendre en compte les évolutions des uns et des autres et de mesurer à un moment présent les meilleures capacités pour l'emporter. Et votre question, en réalité, et le questionnement dont vous faites l'interprète tous les deux par rapport à la perception que les uns et les autres ont des politiques et de la manière dont ils s'engagent. Ça renvoie justement au moteur de l'engagement politique. Moi, je n'ai qu'un moteur. Et le moteur que j'ai, je l'avais avant de faire campagne en 2011 pour Martine Aubry et avant de faire campagne pour Manuel Valls. Mon moteur, c'est le rejet total des inégalités.
C'est une haine, une fureur totale contre les inégalités, et contre une inégalité en particulier, qui est l'inégalité des chances. Ça renvoie à des cheminements personnels. J'ai des convictions, j'ai un passé, j'ai un ancrage familial. Je suis né à Annonay, dans la ville dont je suis maire. Je suis né dans une famille où mes parents, tous les deux, ma mère encore aujourd'hui, étaient ouvriers, des parents qui ont connu la précarité. Personne aujourd'hui, parce que je soutiens Manuel Valls, comme personne hier, parce que je soutiens Martine Aubry, et personne non plus, parce que je suis parlementaire depuis 2 mandats, et que je peux parfois, par mon âge, par ma formation, par mon parcours professionnel, représenter celles et ceux qui sont qualifiés de professionnels de la politique, personne ne m'apprendra ce que c'est que la précarité. Et personne ne me l'apprendra parce que d'abord je l'ai connue, mais aussi parce que je la connais dans le regard de mes concitoyens et de celles et ceux que j'accompagne. Et ce sont mes seules motivations. Et si aujourd'hui je suis engagé auprès de Manuel Valls, c'est parce que je considère que dans un monde aussi brutal que celui qu'on connaît, dans une Europe aussi compliquée à faire fonctionner que celle qu'on connaît, et face aux défis qui sont ceux de la gauche dans les mois et dans les années qui viennent, c'est lui qui est le plus solide pour les emporter, pour tenir la barre et pour porter un projet de progrès et d'amélioration de l'égalité et des droits de chacun. Alors, on parle d'expérience, on parle de... C'est parce que ce qu'on entendait hier beaucoup à la présentation du projet de la part des proches de Manuel Valls, c'est de dire, de toute façon, dans ce casting-là, c'est le seul qui a l'expérience, qui sait faire, etc. Là encore, est-ce que ce sont des arguments qui... Donald Trump, il va être élu président des États-Unis, il n'a aucune expérience, il a l'air même assez nul pour faire ça, finalement. Ça ne semble pas être un argument pour les électeurs. La réponse est dans votre question, là. La réponse est dans votre question. Je pense, pour le coup, que l'expérience... la qualité, en tout cas la connaissance de la conduite de l'État, la capacité à faire face, comme il a pu faire face, sont des atouts dans une présidentielle.